Monde numérique. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Jérôme. Chercheuse en intelligence artificielle, spécialiste de l'IA à Sorbonne Université. C'est pas une surprise de vous retrouver ici au sommet mondial sur l'action pour l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sommet ? Écoutez, je pense que c'est une excellente initiative d'avoir une troisième voie par rapport aux États-Unis et à la Chine. On apprend de plus en plus en expérimentant. On commence à avoir des licornes qui sont plus que des licornes, Mistral AI ou d'autres. Il faut absolument qu'on capture des données en Europe et qu'on soit capable de construire des verticales sur plein de sujets. Et là, il y a une vraie force pour l'industrie, pour l'économie, pour la médecine, la santé. On peut trouver une innovation fulgurante. Pour l'éducation, je suis un peu plus mitigée. C'est-à-dire ? Eh bien, je ne pense pas que c'est avec un chat GPT qu'on va apprendre aux enfants des choses fabuleuses. Les enfants ont besoin, en fait, d'augmenter, si vous voulez, leur compréhension ou d'aider leur compréhension via des outils très différents. Par exemple, j'imagine en première la difficulté de la continuité, de la dérivabilité ou des intégrales. Tout le monde est passé par là. Eh bien, si on avait eu un outil qui nous permette de visualiser ça en 3D avec une interface IA qui permet de changer des paramètres, de voir ce qui se passe et tout, on aurait beaucoup mieux compris cette abstraction. C'est là qu'il faut aller. C'est qu'est-ce qu'apporte en fait cet outil en plus de ce qu'on pouvait faire avec l'école. Donc l'école pour moi, c'est un temps où on n'a pas du tout de machine et on fait avec la main et son cerveau. Un temps où on va chercher dans les machines quelque chose de très nouveau, et c'est pas forcément ChatGPT qui un fousit-tout d'idées, n'est-ce pas ? Et en troisième, il faut apprendre surtout aussi les concepts qui sont derrière ces IA, comment elles sont faites, parler d'éthique aux enfants, d'usage, et à la Fondation Blaise Pascal, dont je suis présidente, avec des gens très connus comme Cédric Villani, Hugo Duménil et beaucoup d'informaticiens très connus, Serge Abitboul, etc. Nous avons en fait essayé de pousser des alternatives, des choses plus intéressantes pour l'école. C'est pas encore le cas de notre école. Nous, par exemple, pour la primaire, on propose des capsules IA éthiques pour que les enfants apprennent les usages. Alors, c'est pas la grande éthique philosophique, c'est des choses très appliquées, mais on va leur dire, par exemple, la prise de ton attention, eh bien, il y a un côté dopamine dans tout ça, c'est-à-dire qu'on va chercher à te faire plaisir et à te garder le plus longtemps possible devant une plateforme. C'est pour ça que tu restes et que tu veux pas écouter tes parents, par exemple. Et donc, avec des petits films, pour les enfants de 8-10 ans en primaire, on pourrait préparer des cerveaux à être plus agiles et avoir un esprit critique et créatif vis-à-vis de ces outils. Et on parle parfois de l'IA comme un moyen de faire de la formation sur mesure, c'est-à-dire d'adapter beaucoup plus spécifiquement la pédagogie à chaque profil, etc. Vous y croyez ou pas ? Oui, d'une certaine manière, oui, mais c'est quand même très compliqué, dans le sens où le sur-mesure risque aussi d'être la prothèse, vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire un effort pour apprendre. Alors, il faut construire des choses nouvelles pour apprendre, mais pas forcément délayer vers une solution où tout pas à pas est fait pour vous. Il faut que vous appreniez à raisonner. L'école, c'est fait pour apprendre à apprendre. Et si on oublie ça et qu'on fait des ersatz de systèmes qui délayent pour nous le plan ou la façon de raisonner, est-ce qu'on va apprendre à raisonner ? Il y a un plan qui vient d'être annoncé par Elisabeth Borne pour faire entrer l'IA à l'école. Ça va dans le bon sens ou pas ? Globalement, oui, mais qu'est-ce qui sera fait ? Moi, j'ai entendu parler de MOOC qu'on donnerait aux enfants pour qu'ils apprennent ce que c'est que l'IA. Il me semble que c'est pas suffisant. C'est une intelligence collective qu'on doit apprendre ça. C'est-à-dire que nous, on a fait des capsules IA éthiques avec 3 minutes d'écran, si vous voulez, et 1 heure de discussion avec le prof, qu'on a culture en même temps, sur tous ces termes, pour essayer de comprendre comment la machine capture mon attention, comment je vais être harcelé, qu'est-ce qu'un cookie, qu'est-ce que être une fille ou un garçon sur Internet, qu'est-ce que l'ordinateur fait mes devoirs. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il nous dit la vérité ou pas ? Qu'est-ce que je dois challenger ? Comment l'utiliser ? Des choses comme ça, très pratiques, très pragmatiques. Et je pense qu'on a besoin de cette vision-là pour démystifier l'IA auprès du plus grand nombre et auprès de nos enfants à l'école. Très jeunes. Alors, il y a une autre initiative également à laquelle vous êtes associé. Alors, au sommet, en fait, c'est l'idée d'avoir des actions en commun au niveau international pour justement aller dans les bonnes directions, que ce soit pour une plus grande économie, une meilleure gestion des données de santé, ou alors une meilleure prise en compte des dépenses d'énergie et travailler sur la transition écologique, mais c'est aussi pour le bénéfice de nos enfants. Et donc, il y a un workshop cet après-midi où je serai, qui est une coalition internationale. On a fait signer beaucoup de pays et on va aller beaucoup plus loin dans l'idée justement de travailler sur
sur le développement de l'enfance face à ces outils. On voit des rapports de l'Europe qui sont un peu questionnants quand même. Une plus grande myopie. En 2030, beaucoup d'enfants seraient beaucoup plus myopes. Ils auraient des problèmes de sommeil et des problèmes d'attention. On a beaucoup d'articles scientifiques en neurosciences et en éducation qui arrivent, qui montrent qu'il faut faire attention à certaines limites sur les écrans. Et donc c'est important. Alors c'est pas les écrans en soi. Moi je pense que les écrans, on peut en faire des choses extrêmement bien. Et en même temps, on peut devenir légumes devant et regarder la prothèse faire pour nous. Donc c'est en ça que on a besoin de réfléchir et d'aller un peu plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui en France. Et j'espère qu'à l'international, donc avec des Américains, des Indiens, des Chiliens, des Marocains, on commence à monter cette coalition. C'est quelque chose qui a été monté par Everyone.ai et qui vient déjà de Paris Peace Forum et qui continue grâce à l'AI Action Summit. Laurence de Villers, il y a des risques quand même, ce que vous venez d'évoquer ici. Ça peut faire peur aux parents d'élèves, aux enseignants et puis d'une manière générale aux travailleurs. Le mythe de l'IA qui va remplacer les emplois ou qui va nous obliger à travailler différemment. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer tout le monde un petit peu ? D'abord, on va pas remplacer tout le monde, ça c'est sûr, parce que de toute façon, l'IA fait que des tâches. Donc elle remplace pas des humains. Elle est très non humaine et absolument pas intelligente dans l'espace, le sens commun, tout ce qui fait de nous des humains. Les relations entre les gens, les émotions. Donc on est devant quelque chose qui est un outil, certes, qui répond différemment d'un marteau. C'est pas un marteau, c'est bien plus complexe, mais il faut qu'on l'apprivoise. Et si je faisais le parallèle, vous avez tous des voitures. Une voiture, vous savez conduire, vous avez appris avec un permis, il y a des signalisations. Prenons le même parallèle pour l'IA. L'IA, on va faire des règles. Vous passerez peut-être une formation qui sera votre permis de conduire, l'IA, et arrêtons de se prendre, d'avoir peur à chaque virage. Je veux dire, si, évidemment, on peut prendre le virage en allant dans le fossé, mais comme en voiture. Oui, c'est ça. Les humains peuvent avoir des accidents et c'est pour ça aussi qu'on va vers la voiture autonome où finalement c'est la machine qui va s'occuper de tout. Mais la voiture autonome, il faudrait savoir si vraiment elle est autonome, parce que ce qu'a fait Google, c'est pas vraiment autonome à San Francisco. Il y a des petits malins qui dirigent à distance, parce que c'est pas complètement fiable. Donc pas à 100%, pas sur la totalité du parcours. Pas sur la totalité du parcours, mais dès que la machine est plantée quelque part parce qu'elle sait pas se retourner, il y a quelqu'un qui prend le relais. Donc je veux juste dire... C'est un bon mix, ça. C'est un bon mix. Je veux juste dire, justement, ça peut le montrer, que ces IA génératives ne sont pas à 100% sûres. Et elles n'ont pas raison. Je veux dire, il faut pas douter de sa propre rationalité face à une machine. Quand vous demandez à ChatGPT un truc, faites un pas de côté, regardez bien, qu'est-ce qu'il a dit, d'où ça vient, les sources, il les a reconstruites, elles peuvent être fausses. Et c'est surtout pas un collègue, ni un copain, ni un assistant, ni un ami. Ça n'a rien à voir. Parce que la première fois, il peut très bien vous répondre comme ça. Et la deuxième, hop, il part sur autre chose. Donc il y a un côté aléatoire dans tout ça. C'est une machine qui calcule et elle ne raisonne pas. Elle n'a pas de sens moral, elle n'a pas d'affect et elle n'a pas de connaissance. Ouais, mais c'est hyper bien limité parce que elle nous brosse dans le sens du poil. Quand elle répond bien, moi je lui dis je t'aime, elle me répond je t'aime aussi. Vous en connaissez beaucoup des gens qui répondent comme ça, à part des perroquets ? Non, et c'est pour ça que est-ce qu'on risque pas de se détourner des humains parce que finalement les IA sont plus sympas ? Bon non, elles sont vraiment limitées et très ennuyeuses au bout d'un moment. Si on veut continuer à créer, alors c'est pas vrai dans le développement des enfants, c'est-à-dire que si la machine répond quelque chose, peut-être, et c'est ce que j'ai vu à travers les expériences que j'ai pu faire, c'est-à-dire que les machines arrivent à convaincre plus les enfants de faire une action ou pas, plutôt que les humains. On avait fait ça avec des économistes du comportement, avec des robots, avec des chatbots et des humains dans la même circonstance, un jeu du dictateur où on donnait 10 billes à un enfant en disant combien t'en prends pour toi, combien t'en donnes aux autres, et ensuite il y avait un jeu de nudge, c'est-à-dire que la machine ou le robot ou l'enceinte ou l'humain disait les autres ont donné plus, moi j'en donnerai moins, et on regardait comment l'enfant changeait d'avis. Eh bien, il changeait majoritairement d'avis devant des machines. C'était des petits enfants de 7 à 9 ans, et effectivement il y avait une espèce d'autorité dans la machine qui devait jouer et qui faisait qu'il suivait ce qu'elle disait. Donc cette autorité, il ne faut pas qu'on la retrouve quand même à l'école avec un ChatGPT qui va vous convaincre peut-être de quelque chose qui est faux. Donc c'est à nous de faire en sorte que nos enfants soient suffisamment stimulés et curieux sur ce que répond la machine pour challenger. Et aux parents, je dirais, faites la même chose. Essayez de challenger ces machines avec vos enfants. C'est à plusieurs, en collectif, qu'on va gagner. Merci beaucoup Laurence de Villers. Merci Jérôme.